pour pouvoir écouter cette conférence que j'avais commencé à introduire. Donc Marie Eklund, venez me rejoindre, je vous prie Marie. Marie, elle est coprésidente de France Digital, elle est membre du Conseil national du numérique, elle est capital risqueuse, elle vient de monter son entreprise. Je vous demanderai de l'accueillir chaleureusement parce qu'elle est venue nous parler. Bonsoir. Elle est venue nous parler du numérique comme moteur d'innovation. C'est la question qu'on avait décidé de se poser, qui se pose ici ce soir. Une petite photo de Marie et on va aller s'installer. Alors Marie, la première question que j'ai envie de vous poser, et puis ça permettra à ceux qui ne vous connaissent pas de vous découvrir, c'est comment vous avez, vous, découvert le numérique? Quel a été votre premier rapport au numérique? Alors, moi, c'est pas une histoire de piano, en fait, c'est une histoire de calculette. J'étais dans un bon lycée parisien et au moment du bac, c'était la course à la calculette de qui arrivait à programmer le mieux sa calculette. Et moi, j'étais absolument réfractaire à tous ces trucs-là. On parle du début des années 90. Et donc, je faisais un peu la risée de tout le monde. Et puis après, comme j'étais dans un bon lycée, que j'ai pas tellement accroché au système très compétitif des grandes écoles, j'ai décidé de faire l'université. Et au bout de 2 ans, comme j'aimais bien les maths, la meilleure formation et la plus appliquée, parce que j'avais besoin de faire des choses concrètes, c'était maths info. Alors j'ai décidé de faire maths info et ça a fait vraiment rigoler tous mes camarades lycéens que moi qui étais si réfractaire au calcul, je décide de faire l'informatique. Et en fait, c'était une révélation. C'est-à-dire que j'ai donc appris à coder. Coder, finalement, c'est fabriquer avec sa pensée. C'est hyper gratifiant. C'est comme tous ces lycéens qui font du design qui le voient. Quand on code, on fabrique. On a des espèces de super pouvoirs qui font qu'on parle à l'ordinateur, il fait ce qu'on lui dit de faire. Et en fait, c'est super créatif de coder. Et moi, ce côté-là, très finalement conceptuel, fabriqué, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup parlé. Et il y avait cette logique, finalement, c'est que de la logique, hein, l'informatique. On décortique sa pensée, on la transmet à l'ordinateur. Et c'était ça mon premier rapport. C'était vraiment, du coup, un rapport très interactif de découverte de comment ça marchait, comment on pouvait faire des ordinateurs un prolongement à sa pensée. Donc ça, c'est le meilleur mode de sensibiliser tous les jeunes. C'est de leur montrer que c'est créatif. Absolument, absolument. Donc moi, qui étais donc codeur, toute la culture guide de on se fait des jeux en multi-réseau la nuit en mangeant des pizzas et en buvant de la bière, je ne connais pas quoi. Mais bon, je sais coder. Marie, comment est-ce que vous décririez le secteur du numérique aujourd'hui en France dans le contexte international aussi? Alors, en fait, quand vous regardez le secteur du numérique, on a toujours eu tendance à le prendre en disant l'économie numérique, c'est un secteur à part. Donc focalisons-nous pour l'instant sur le secteur de l'économie numérique. Et quand on voit en France, il a été complètement tiré par les usages grand public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France, elle est extrêmement... Elle est parmi les bons élèves européens sur tout ce qui est le nombre de gens qui sont inscrits sur les réseaux sociaux, le nombre de gens qui utilisent leur mobile pour acheter sur Internet, le nombre de gens qui déclarent leurs impôts en ligne, etc. En revanche, on est complètement à la traîne sur l'usage du numérique qui est fait à l'intérieur des entreprises. Donc quand vous regardez, et là on est parmi les 10 derniers élèves, on est vraiment les cancres, enfin c'est la cata. Donc en termes de nombre d'entreprises qui ont un site web, nombre d'entreprises qui utilisent en interne des logiciels de procurement, de supply chain management, enfin tout un tas d'outils internes, on est vraiment assez peu équipés. Donc quand vous regardez finalement, et ça se voit aussi dans les grands succès Internet français, quand vous regardez les grands succès Internet, ce sont des succès qu'on appelle B2C, c'est-à-dire grand public, Deezer pour la musique, Dailymotion pour les vidéos, Price Minister ou vente privée sur la partie e-commerce, Criteo en fait est tiré par le e-commerce, hein, il vend à des sites de e-commerce, donc c'est du B2B2C, mais ça reste tiré par ces usages grand public. On n'a pas d'exemple de ce type de gens qui ont fait des succès majeurs en vendant à des secteurs industriels historiques en B2B pur. Donc le secteur de l'économie numérique en France est vraiment tiré par ces usages grand public et aujourd'hui il est très peu pénétré à l'intérieur du secteur des entreprises, ce qui est un sujet parce que le numérique n'est pas un secteur en soi, c'est une transformation complète de l'économie. On a toujours
il a commencé par transformer les secteurs industriels qu'il était le plus facile à désintermédier, comme la culture ou la distribution, où on a vu que Amazon prenait des parts de marché à la Redoute, par exemple. Enfin, on voit ces histoires-là se construire et on s'est dit, bon ben voilà, ça s'arrête là, c'est juste les métiers faciles à désintermédier. En fait, pas du tout. Quand vous regardez aujourd'hui à quel point le secteur des transports est transformé par des sociétés comme Uber, quand on voit les initiatives de Google sur la voiture sans conducteur complètement connectée, quand vous voyez de quelle manière l'hôtellerie doit réagir par rapport à du Airbnb, etc., on se rend bien compte qu'en fait, on est dans une transformation complète de l'économie avec de nouvelles règles qu'il faut complètement avoir en tête pour s'adapter à cette nouvelle donne. Est-ce qu'à l'école, il faut faire des choses particulières dans un premier temps? Oui, alors l'école est un grand sujet sur à la fois la partie numérique et la partie entrepreneuriat et culture d'entreprendre. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, quand nos startups recrutent, elles ont beaucoup de mal à trouver des compétences numériques. Les startups, en fait, sont les entreprises qui forment leurs employés au modèle numérique, à ce que c'est que de faire du marketing en ligne, à ce que c'est que de faire du graphisme en ligne, etc. Parce qu'il n'y a pas assez de gens, il n'y a pas assez de jeunes qui sont formés à ces nouveaux métiers-là. Pour vous donner quelques chiffres sur le secteur des startups numériques, on fait chaque année avec France Digital un baromètre qui est en partenariat avec EY, Ernst & Young, donc qui fait le tiers de confiance et qui mouline tous les chiffres. Donc il y avait l'année dernière une 150aine de startups qui sont financées. Et les chiffres sont assez parlants, c'est-à-dire qu'en moyenne, il y a 42% de croissance annuelle des startups. 39% du chiffre d'affaires de ces startups est réalisé à l'international. Cette croissance de chiffre d'affaires entraîne une croissance aussi du nombre d'emplois. On est à 22% d'emplois supplémentaires par an. Et quand on s'intéresse à la nature des emplois créés, on se rend compte que ce sont des emplois jeunes. Il y a 32 ans d'âge moyen et à 92% en CDI. Sur les derniers chiffres de l'emploi, je crois qu'il y a pratiquement 90% des emplois nouveaux par mois qui sont en CDD maintenant en France. Les startups embauchent en CDI à 92%, c'est donc de l'emploi pérenne pour les jeunes. Donc on est vraiment, je ne sais plus du coup la question d'avant sur l'éducation, voilà, ouais. Donc on est sur un secteur qui embauche, et quand on reprend cette idée de transformation de l'économie, on voit bien qu'en fait, l'une des problématiques va être l'émigration de bassins d'emploi. Qu'il y a tout un tas d'emplois qu'il va falloir faire migrer de l'un des bassins, du bassin historique, industriel, etc., vers des bassins numériques. Et les jeunes, à mon avis, ce qui est super important, c'est que eux, ne pas les former vers les anciens métiers qu'il faudra après transformer, autant les former directement aux nouveaux métiers. Donc l'éducation aujourd'hui, il faut absolument qu'elle arrive à prendre cette nouvelle donne en compte, de manière à ce qu'on crée dès maintenant les compétences qui permettront aux entreprises, à la fois existantes et nouvelles, de garder ces compétences numériques-là, de nourrir les gens en interne et de faire en sorte que cette innovation numérique, elle soit complètement intégrée à l'intérieur des entreprises. Comment est-ce qu'on explique ces zones persistantes de résistance donc, dans notre modèle économique français? Comment est-ce que vous l'expliquez, si on peut l'expliquer? Alors, on est dans une vieille économie. C'est-à-dire que quand vous regardez l'âge moyen des entreprises du CAC 40, est-ce que vous connaissez l'âge moyen des entreprises du CAC 40? Je vous donne la réponse, j'ai fait le calcul, à force de dire que c'était très vieux et tout, j'ai fait exactement le calcul, c'est 101 ans. Donc c'était 101 ans l'année dernière, il y a bonne chance que ce soit 102 ans cette année. Mais on voit bien qu'on est sur un horizon de temps qui est extrêmement long. Pour vous caler aussi d'autres chiffres en tête qui, moi, me parlent beaucoup, Google a 16 ans, Amazon a 20 ans, Facebook a 10 ans, Twitter ou Uber, pour parler d'Uber, a moins de 5 ans. Donc on est sur une rapidité de cycle dans l'économie numérique qui s'est largement accentuée et qui est complètement à contre-courant de tout ce sur quoi notre économie s'est bâtie. Donc
cette idée qui est que finalement, il y a aujourd'hui des nouvelles règles du jeu dans cette nouvelle économie qui sont qu'il faut être agile, qu'il faut être international, qu'il faut être innovant et qu'on est sur une culture de partage. Et donc, l'agilité, ça veut dire que les modèles organisationnels changent. On a vu c'était extrêmement intéressant les témoignages précédents sur les entreprises, parce qu'on a vu l'international est un sujet clé pour la croissance. On est maintenant dans des marchés qui sont un peu des niches grand public, c'est-à-dire que c'est des niches, mais elles sont réparties dans le monde, donc finalement, c'est quand même un très gros marché. On est sur des dimensions de collaboration et de partage avec des hiérarchies qui sont maintenant non plus dans forme pyramidale, mais que l'innovation naît quand on arrive à faire des choses très transversales. Il y avait cette entreprise qui a fait collaborer ses 50 salariés pour avoir des nouvelles innovations de services, etc. C'est comme ça qu'on arrive à garder de l'agilité, à trouver des idées d'innovation, etc. Quand on reste dans un modèle extrêmement pyramidal, on limite forcément sa capacité d'innovation, sa capacité d'anticipation, sa capacité d'innovation, parce que c'est finalement, à la base, il faut que la décision reste en haut, bien sûr, mais à la base, il y a tout un tas de contacts marchés, il y a tout un tas d'idées, il y a tout un tas de compétences différentes et qu'il faut arriver à bien exploiter. Donc la mise en place d'organisations beaucoup plus lean, beaucoup plus linéaires, beaucoup plus transversales, permettra d'une part, parce que quand je dis il y a une décorrélation entre les compétences numériques des gens, des citoyens et les compétences numériques des entreprises, les entreprises sont quand même constituées de citoyens qui travaillent. Donc il y en a des compétences numériques à l'intérieur des entreprises, c'est juste qu'elles sont peu ou mal exploitées. Donc en arrivant à mettre en place ce type de structure organisationnelle qui permettent que à la fois ces compétences, ces idées d'innovation, etc., tournent et soient remontées, je pense qu'on arrivera à être beaucoup plus agile et innovant que la plupart des entreprises qui sont sur cet ancien modèle très pyramidal le sont. Donc si on revient au paradigme de cette nouvelle économie, l'international, et l'un des freins à l'international, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est que les gens ne parlent pas anglais, toujours pas. Moi j'ai encore des dirigeants qui sont même jeunes, qui sortent de l'école, qui ne parlent pas anglais. Donc ça, on n'a pas le choix. L'autre chose, c'est que donc cette idée d'agilité, l'idée d'agilité, c'est à la fois d'un point de vue organigramme, organisationnel, c'est aussi dans un mode de conception. C'est-à-dire que, par exemple, j'étais à un congrès d'assureurs l'année dernière et les assureurs me disaient on a compris que notre métier allait changer avec le big data, on va faire des contrats personnalisés, donc on a des grosses questions parce que comment est-ce qu'à l'ère du personnalisé, on peut garder cette idée de mutualisation des risques. Mais donc, qu'est-ce que ça va être l'assureur de demain? Donc, ils me regardaient comme un bon génie qui allait leur expliquer ce qu'il fallait faire. Mais fondamentalement, on n'est plus du tout dans des roadmaps à 10 ans avec voilà l'objectif à atteindre, voilà ce que je veux être dans 10 ans, et voilà, la seule question, c'est comment j'y arrive. Personne ne sait ce que ce sera un assureur dans 10 ans. Google ne le sait pas plus que vous. Et si quelqu'un le sait, la vraie question, c'est que veulent vos clients? Donc il faut arriver à se mettre dans un mode d'agilité, ou donc de cycle rapide, où on va avoir une idée, on va la tester auprès du marché, on va voir la manière dont elle est perçue, intégrer les résultats, repenser une nouvelle ou améliorer l'idée ou l'abandonner parce qu'elle n'est pas intéressante, ou en tout cas elle n'a pas le retour escompté, retester, etc. Donc ce sont des cycles très courts d'innovation comme ça sur lesquels on construit, qui s'amplifient, etc. Mais on n'est plus du tout sur des gros projets costauds à 10 ans de roadmap. Ce n'est plus comme ça qu'il faut arriver à penser, et beaucoup de nos entreprises ont été câblées comme ça. Donc il y a un vrai sujet d'agilité, il y a un sujet d'international, il y a un sujet qui est pour pouvoir innover, il faut investir souvent. Et quand vous regardez aujourd'hui en France, la manière dont les entreprises se financent, en particulier les PME, c'est à 92% par de la dette. 92% par de la dette. Aux États-Unis, c'est à 20% par de la dette, à 80% par du capital. Quand on se finance par de la dette, on ne peut pas prendre le type de risque qu'on prend quand on se finance par du capital. Donc, on a un déficit en fonds propres majeur de notre tissu entrepreneurial. Pour pouvoir innover, il faut investir. On n'a pas le choix que d'innover pour pouvoir vraiment intégrer cette nouvelle donne numérique, internationale, etc. Et donc, il y a un sujet majeur en France qui est comment est-ce qu'on fait pour que l'épargne des Français, au lieu d'être bloquée dans l'assurance vie et dans les livrets, elle serve à financer l'économie réelle.
Donc on a un sujet structurel aussi qui est que, la structure de financement n'est pas adaptée à un modèle de conquête ou de croissance ou d'internationalisation de nos entreprises. L'une des raisons pour lesquelles on n'a pas l'âge moyen des boîtes du CAC 40, c'est 101 ans, c'est parce qu'on n'a plus créé de champions depuis des années. Donc on a un ascenseur économique qui est, d'habitude je dis cassé, mais là il est un petit peu, disons qu'on y arrive un petit peu, mais c'est compliqué. Voilà. On a aussi, alors si on n'est pas capable de prendre des risques, en tous les cas pas toujours, quels sont les atouts de la France ? Alors, moi je pense qu'on a plein d'atouts. On a toujours cette culture scientifique, on a la créativité, on a même une marque de pays qui n'est pas connue pour être business friendly, mais qui est connue pour autre chose. Donc on est quand même la première destination touristique du monde. Donc il y a une certaine amour-haine de la France à l'international. En revanche, ce qu'on ne sait pas faire, c'est les mélanger. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où les gens fonctionnent beaucoup par silos. Les chercheurs, ils parlent aux chercheurs. Les start-upers, ils parlent aux start-upers. Les créateurs, ils parlent aux créateurs. Les directeurs artistiques parlent aux directeurs artistiques. Les réalisateurs aux réalisateurs. Enfin, toutes les industries, finalement, et tous les gens se reconnaissent dans des écosystèmes extrêmement fermés. Le jour où on arrivera à ouvrir les écosystèmes, là, et à faire en sorte que les gens se comprennent et travaillent ensemble, là, je pense qu'on sera extrêmement fort. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à expliquer aux Américains qu'on sera meilleur qu'eux en techno. On a beau avoir des médailles Fields, etc. Aller expliquer aux gens qu'on fait Google, qu'on fait Facebook, etc., que nous, on a des super bons gars en techno, c'est pas la peine, la bataille, elle est perdue, quoi. Par contre, arriver à mélanger cette créativité, cette marque France qu'on peut avoir en termes et puis avec à la fois la qualité de vie, à la fois la partie très créative et puis la partie rigueur scientifique, si on arrive à faire ça et à jouer sur nos atouts, je pense qu'on peut vraiment bénéficier de cette nouvelle donne pour sortir par le haut, quoi. Il faut juste accepter qu'elle existe et il faut accepter de remettre à plat. Qu'est-ce qu'on peut dire de la stratégie politique actuelle en France ? Autour du numérique ? Non, j'ai des trucs à dire, Alors... évidemment numérique. Donc, moi j'ai été... finalement, j'ai été au contact avec la politique uniquement depuis le lancement de France Digital, c'est-à-dire en juillet 2012. Donc, la raison pour laquelle nous avons créé France Digital au démarrage, donc France Digital, c'est une association qui mélange les entrepreneurs et les investisseurs du numérique. Donc, c'est 50-50. En fait, je suis coprésidente parce qu'il y a un coprésident entrepreneur qui est Olivier Mathieu, qui est le PDG de Price Minister. Le conseil d'administration est composé à 50% d'entrepreneurs, 50% d'investisseurs, etc. Et on a voulu maintenir cette parité parce que ce qu'on voulait, c'était être représentatif d'un écosystème et non pas défendre une corporation. C'est-à-dire, nous, notre intérêt joint à tous, entrepreneurs comme investisseurs, c'est que cet écosystème, il se développe un maximum. Entrepreneurs, ils seront très contents d'arriver à faire des entreprises, à créer des champions du numérique et à être à la tête de ça et à ce que l'écosystème grandisse. Et nous, les investisseurs, on ne fait de bonnes affaires que si nos boîtes grandissent, hein. Je rappelle que le métier de capital risque, ce n'est pas du tout de faire des prêts à des boîtes, c'est on investit, on prend des parts dans la société, on les revend à terme quand il y a une liquidité, soit quand la société s'est introduite en bourse, soit quand elle a été rachetée par quelqu'un d'autre. Mais fondamentalement, on ne gagne de l'argent que si les entreprises se développent un maximum. Voilà. Donc nos intérêts sont alignés sur la croissance. Et en fait, ce qui s'est passé en 2012, c'est qu'on s'est dit c'est quand même dingue dans cette campagne présidentielle. Quand on parle de numérique, on parle d'Adopi, on parle de défense des copyrights, etc. Quand on parle d'économie, on parle de Florange. Et nous, on est là dans un secteur en plein boom qui peut être l'un des piliers de la relance économique française. Et personne ne parle de manière positive du fait qu'on peut, à partir de cette nouvelle donne-là, reconstruire une économie positive, miser sur l'entrepreneuriat, etc. Donc on s'est dit, bon, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive avec nos chiffres et qu'on montre, regardez ce qui se passe, quoi. D'où l'idée du baromètre, qui est en fait la première, on le fait chaque année.
Et la première mouture du baromètre a été annoncée, les premiers résultats ont été annoncés lors du lancement de l'association en juillet 2012. Le deuxième constat, c'était cette histoire d'ascenseur économique cassé que je vous ai déjà raconté en disant, attendez, on a quand même un CAC 40 à 101 ans. Nous, nos boîtes, il y a tout un tas de points de friction lors de la croissance qu'elles rencontrent. Ce qu'on veut, c'est s'attaquer un par un à l'intégralité des points de friction de manière à voir si on ne peut pas faire en sorte d'en faire sauter quelques-uns et de faciliter la croissance. Et donc on a fait ça. Et juillet 2012, lancement de France Digital. Octobre 2012, les pigeons. Donc on a été en fait assez vite au contact avec des politiques sur un sujet qui était pour nous au cœur de la création de notre écosystème et de son moteur, puisque comme je vous ai dit, les entrepreneurs comme les investisseurs dans le monde numérique, ce qu'ils veulent, c'est développer leur entreprise de manière à ce qu'à terme, la plus-value générée paye le risque pris par les uns et les autres. Donc on est dans des entreprises qui ne versent pas de dividendes. À 95%, elles n'en ont jamais versé de leur vie, et qui ne se regardent jamais le résultat net. Ce qu'on veut, c'est à chaque fois qu'on gagne une part de marché, on regarde celle d'après, quoi. Donc le modèle est vraiment sur la rémunération du risque pris, à la fois pour les entrepreneurs et pour les investisseurs, sur la plus-value de cession. Et là, le projet qu'a contesté les pigeons, c'était que les plus-values de cession, dans le cas général, c'était entre 44 et 62% de taxation, alors que la moyenne européenne est à 26%. Donc on a dit, on a un problème majeur, et à ce moment-là, en fait, on s'est mis dans une discussion avec les politiques. Le résultat des courses, c'est que, et je parle pour mon propre écosystème, il y a très peu de gens qui comprennent ces mécaniques de création de valeur-là. Et ce n'est pas une question de bord, ce n'est pas une question de gauche, de droite, de quoi que ce soit, c'est une question qu'on est aussi sur des nouveaux modèles. Une chose dont je ne vous ai pas parlé, par exemple, c'est que cet alignement sur la plus-value de cession, on la partage avec les salariés. Donc, il y a une vraie culture de partage à l'intérieur des entreprises, qui est à la fois un partage du risque, puisque forcément les entreprises sont plus petites, qu'on est sur des modèles très disruptifs, très innovants, mais aussi un partage de la création de valeur. Donc 83% d'entre elles distribuent des actions gratuites, des BSPCE, des stocks options à leurs salariés. Et en moyenne, c'est 30% des salariés qui en ont. Dans une entreprise que vous connaissez peut-être, que j'ai eu la chance d'accompagner, qui s'appelle Criteo, qui s'est introduite au Nasdaq en octobre 2013, 100% des salariés ont des stocks options. Et donc, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que lors de l'introduction en bourse, 50 de ces salariés sont devenus millionnaires. C'est ça que ça veut dire. Donc on est vraiment sur des mécaniques de partage et d'alignement sur cette plus-value de cession, etc. Et toutes ces mécaniques-là sont nouvelles. On est dans un tissu entrepreneurial français auquel la plupart des politiques sont habitués, qui est plus sur un entrepreneuriat familial, avec un actionnariat qui est fermé, qui ne bouge pas, avec une rémunération des actionnaires au travers des dividendes, etc. Nous, on est à contre-courant. Les entreprises de croissance, d'innovation dans le numérique et dans les biotech, c'est pareil. On est à contre-courant de tout ça. Et donc, le premier, pour revenir à la question sur c'est quoi la politique française par rapport au numérique, le premier constat, c'était de dire par rapport aux startups, on a eu une éducation à faire qui n'est absolument pas terminée, sur si vous voulez vraiment repartir dans un mode entrepreneurial, il va falloir changer vos algorithmes de pensée. Et de manière radicale. Donc c'est compliqué. Voilà. Alors après, sur la partie numérique, autre chose aussi, j'ai dit, on parlait d'Adopi. Tout ce que je dis en vous assénant que c'est une transformation complète de l'économie, etc., c'est aussi une transformation complète de la société. C'est des usages incroyables. C'est la culture numérique. Vous avez, je ne sais pas si vous voyez à quel point ça a changé finalement votre rapport au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a 20 millions de Français qui viennent sur Le Bon Coin par mois. 20 millions, c'est un tiers de la population française. Ils viennent tous les mois sur Le Bon Coin. Et maintenant, sur Le Bon Coin, on trouve tout, on trouve même son taf, on trouve même son travail, quoi. Donc, pour y revendre leur voiture, pour vendre le jouet des gamins qui ne sert plus à rien, pour chercher son travail, etc. Même son appartement et tout. Blablacar, c'est 10 millions de membres. Il y en a plus de 5 en France.
Donc c'est une culture où finalement, quand je dis que c'est une culture entrepreneuriale, c'est que les gens sont devenus acteurs de leur consommation. On a commencé par comparer les prix en ligne pour vérifier qu'on payait le meilleur prix pour un produit donné. On a cherché des nouveaux types de produits. Maintenant qu'on a un produit, on se pose la question, si finalement il ne nous plaît plus tant que ça, on va peut-être le revendre. On a une voiture, c'est plus la notion de propriété qui est importante, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire de cette voiture, ça peut même être une source de revenus. Donc on devient entrepreneur de sa propre vie finalement, parce qu'on choisit aussi la manière dont on consomme, la manière dont on peut générer des sources de revenus alternatives et donc trouver un équilibre de vie différent, etc. Donc cette culture numérique, elle a changé aussi notre vie commune en société. Je pense aussi qu'elle va changer le rôle de l'État. Ça pose la question de finalement c'est quoi l'éducation nationale quand dans un monde où on peut avoir le même cours dispensé par un prix Nobel de physique à Stanford. Quel est le modèle économique de l'école? L'école sert à quoi, etc. Donc toutes ces questions-là sont super importantes. Et pour revenir encore sur cette politique numérique, ces questions-là vont être posées dans une grande concertation qui est orchestrée par le Conseil national du numérique, une concertation numérique à laquelle je vous enjoins de participer, qui va être annoncée samedi au NUMA, donc par Manuel Valls, qui fait ça avec Axel Lemaire et Thierry Mandon. Et la question, ça va être, à votre avis, c'est quoi les nouveaux modèles de croissance, disruption et d'innovation entraînés par le numérique? Quelle est la meilleure manière de se mettre en ordre de bataille pour les saisir au mieux? En quoi est-ce que le numérique change la société, la métamorphose de la société, et comment est-ce qu'on accompagne ça au mieux? En quoi ça change le rôle de l'État, avec les questions de santé, d'éducation, des questions qui sont majeures, auxquelles il faut qu'on arrive à réfléchir ensemble. Et enfin, la loyauté numérique, c'est-à-dire que la mauvaise nouvelle dans toutes ces questions-là, c'est qu'on est sur la réflexion numérique, on a un déficit de pensée majeur. Comme on a été très en retard dans la réalisation que cette transformation arrivait, les négociations internationales sur le droit des données, sur la net neutralité, donc les équilibres entre le rôle des plateformes comme Google, Amazon, Netflix, Facebook, etc., et les autres entreprises, quelle doit être la bonne réglementation pour faire en sorte que ce soit à la fois fluide et que les gens arrivent à se développer commercialement, mais aussi en respect de la vie privée, mais aussi équitable. Ces questions-là et ces débats-là se posent maintenant. Ce sont des négociations qui sont faites au niveau international maintenant, et on n'est absolument pas armé pour y répondre, parce qu'elles arrivent à un moment dans notre développement numérique du pays qui est beaucoup trop tôt. Les États-Unis étant beaucoup plus matures sur le sujet, ils ont besoin de réponses maintenant. Et au niveau français, on devrait en fait pas avoir une réponse française, mais une réponse européenne. Et cette réponse-là, on est très loin de la construire parce que même l'intégralité de nos entreprises sont très en avance de phase par rapport au moment où ces questions-là sont importantes pour leur développement. Et donc c'est super important que cette concertation numérique nous permette d'accélérer sur la prise en main de ces réflexions-là, de manière aussi à ce qu'on puisse finalement réfléchir à quel est notre positionnement par rapport aux autres pays. C'est quoi l'attractivité de la France? C'est quoi le plan stratégique de la France? Et donc voilà, ils ont pris conscience. On aura la réponse plus tard. On aura la réponse plus tard. Et c'est très compliqué d'un point de vue politique, parce que les rapports de force, notamment économiques, sont très sur l'ancien monde. Et les interlocuteurs habituels des politiques viennent de l'ancien monde et sont habitués à réfléchir selon les anciens algorithmes et à ne pas avoir pris en compte l'intégralité de ces paradigmes-là. Ils peuvent alors qu'on est sur quelque chose à inventer, c'est du jamais vu. Il n'y a pas de... C'est Jérémy Rivkin, il a tendance à dire c'est le nouveau modèle qui émerge depuis le capitalisme et le socialisme. C'est un modèle beaucoup plus collaboratif, beaucoup plus de partage, où la question même de la place du travail au sein de nos vies se pose. Est-ce qu'il y aura le plein emploi pour tout le monde comme il y a toujours eu, ou est-ce que finalement les gens ils seront plus
à vivre des rentes de leur voiture. Enfin, ça ouvre tout un champ des possibles par rapport à un mode de pensée historique. Et donc ça veut dire aussi qu'il faut changer la manière dont qu'on avait de réfléchir aux politiques économiques, de réfléchir aux politiques sociétales, pour intégrer l'innovation au cœur même de ces réflexions et de son fonctionnement institutionnel là. Et ça, c'est pas encore fait. La concertation numérique, c'est un premier pas. Moi, j'avais participé aux assises de l'entrepreneuriat qui étaient vraiment exemplaires à ce titre-là, puisque c'était une coproduction entre le secteur privé, mais pas que nous, hein. Dans les acteurs qui participaient, il y avait le MEDEF, la SMEP ETI, les artisans, il y avait la CGPME, etc. Il y avait tout le monde, des experts, il y avait l'administration et il y avait les conseillers ministériels. Et on a, en remettant à plat, en réfléchissant ensemble, en partant du principe qu'on œuvrait pour l'intérêt général, qu'il fallait remettre à plat et qu'il fallait trouver un équilibre, réussi à faire quelque chose de bien. C'est ce type de mécanique qu'il faut qu'on arrive à mettre en branle pour redéfinir de nouvelles règles. J'ai une question qui est à l'échelle locale, et on a eu l'occasion d'en parler avant de démarrer cette conférence ensemble. À l'échelle régionale, donc, pensez-vous, ici on est en région centre, que la proximité avec l'Île-de-France puisse être un frein, et c'est important, je pense qu'il y a des tas de gens qui attendent une réponse à ça, puisse être un frein au développement effectivement de l'écosystème numérique? En fait, je pense qu'il faut que vous preniez la place de Paris. Non, moi je vois ça au contraire comme une opportunité formidable dans le sens où avec le numérique se pose aussi, quand je dis ça, on repense la manière dont on travaille. Moi, j'ai des startups où les gens ils viennent travailler à Paris, mais ils sont de Nantes. Et 2 jours par semaine, ils restent à Nantes. Donc, il faut arriver à faire en sorte que, finalement, les gens choisissent un peu aussi où ils veulent vivre. Et que ce qui est super important, c'est plus que les entreprises s'installent là, s'implantent localement, c'est qu'il y ait de l'activité, les gens habitent là, que leurs enfants viennent à l'école là, qu'ils soient éduqués là et peut-être qu'ils resteront là si ça leur plaît. Il faut travailler là-dessus. Et le fait d'être à 1h20 en train de Paris permet vraiment d'articuler ce nouveau type de mode de vie. Paris est trop peuplé. Enfin, il y a des gens qui n'arrivent plus à se loger. Les loyers sont incroyables. Il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'habiter ailleurs. Donc, il faut absolument faire en sorte, et si vous pouvez au niveau régional faciliter au travers d'infrastructures où, par exemple, il y a des espaces de coworking avec une super vidéoconf d'extrêmement bonne qualité qui permet aux gens, même s'il y a une réunion urgente, d'être là par vidéo, de faire ce genre de choses pour devenir extrêmement accueillant, non pas uniquement pour les entreprises, mais pour les employés. Je pense que ça, déjà, c'est un premier pas qui est relativement facile et qui permet et qui est assez attendu par la société. On est dans cette optique maintenant de mobilité, de flexibilité. Les gens vont faire le choix, tout comme on dit entrepreneur de sa vie. On n'est pas employé d'une entreprise à vie maintenant. Ce rêve-là, il est un peu parti, en tout cas dans la tête des jeunes. Donc ces questions-là, cette mobilité-là, et sincèrement, vous n'êtes pas en concurrence avec Paris, vous êtes en concurrence avec Londres, avec San Francisco, avec Berlin. Les jeunes, c'est comme ça qu'ils réfléchissent maintenant. C'est je vais où maintenant ? Je découvre le monde. Donc il faut arriver à avoir une attractivité locale et une connectivité qui permet que les gens finalement s'y sentent bien. Après, l'autre chose, c'est que d'un point de vue entrepreneurial, entreprise, il faut connaître ses forces et les développer. Il faut être dans la niche grand public, c'est-à-dire trouver finalement des spécificités territoriales. Tout à l'heure, je parlais avec Frédéric, il me disait, mais nous, personne ne connaît la région centre, mais les gens connaissent les châteaux de la Loire. Et finalement, c'est un gros bout de notre identité quand on met en avant, on dit, bah, nous, tourisme, Château de la Loire. Bah, par exemple, devenez excellent dans ce monde-là, dans ce secteur-là, et attirer toutes les entreprises qui finalement créent l'écosystème d'excellence d'un secteur en particulier, sachant que ce n'est pas une dimension locale que vous cherchez, c'est tout de suite l'international, mais c'est la niche grand public, il y a de la profondeur, il y a de l'international. Donc je pense qu'il faut être à la fois finalement une belle terre d'accueil pour les gens qui travaillent par exemple à Paris mais veulent habiter ailleurs, en ayant toutes les infrastructures, la connectivité qui va bien, en ayant les écoles qui vont bien. On avait évoqué ce sujet-là et je pense que c'est super important. On choisit aussi l'endroit où on habite en fonction de la qualité des écoles pour ses enfants. En revanche, développer des spécificités territoriales économiques où là, l'exigence, c'est l'excellence. Voilà. Et là, vous êtes compétitif à un niveau international
Et c'est comme ça que, et du coup, ça devient très attractif. Est-ce que, Marie, c'est aussi la responsabilité de toutes les entreprises aujourd'hui d'éduquer, de désinhiber, pour ceux qui le sont encore, ses employés, les gens avec qui ils travaillent, par rapport au numérique? Oui, oui, moi je disais, nos startups, elles forment souvent les employés au numérique. Je pense que moi, il y a beaucoup d'usages qui sont nés en entreprise et qui m'ont aidé moi dans ma compréhension du numérique. Ça ne serait-ce que parce qu'on devient utilisateur. Si on n'a pas été, ce qui est important dans le numérique, c'est pas d'être uniquement en passivité, mais c'est de pouvoir créer. Et si on pouvait arriver à instaurer ça à l'intérieur des entreprises, que les gens prennent en main l'outil numérique, ce serait extraordinaire. Après, ce qu'il faut aussi, je pense, c'est se dire que cette formation-là, elle peut aller du bas vers le haut. Parce que souvent, les jeunes sont plus numériques, sont plus habitués aux outils-là. Donc faire en sorte que ce n'est pas uniquement du haut vers le bas, mais ça puisse aussi aller du bas vers le haut. Ce qui est très enthousiasmant d'ailleurs, parce que ce sont des barrières qui peuvent éclater. Est-ce que les femmes ont un nouveau rôle? Est-ce que le numérique donne un nouveau rôle aux femmes, donne de nouvelles opportunités? Alors moi, je vais vous dire que oui, parce que évidemment, je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste, même si aujourd'hui, ça ne se voit pas beaucoup dans les chiffres. C'est-à-dire que quand vous regardez, par exemple, le nombre de créatrices d'entreprises, en moyenne en France, on doit être à peu près à 25%, quelque chose comme ça. Quand vous regardez sur le baromètre France Digital, on est à 7%. Et donc, on a de manière générale un sujet qui est que le numérique est souvent associé à l'innovation technologique, alors que, en fait, l'innovation, on l'a bien vu là, et l'ARIT insiste vraiment sur cette dimension-là qui n'est plus uniquement de la R&D. Elle prend plein de formes, l'usage, le design, les nouveaux modèles économiques. Criteo est avant tout un succès de modèle économique. C'est une technologie formidable et ce ne serait absolument pas le succès que c'est si on n'avait pas trouvé le bon modèle économique, etc. Donc, le fait d'aller vers des innovations beaucoup plus douces, je pense, permettra finalement d'abaisser les barrières à l'entrée pour les femmes qui se projettent potentiellement plus dans des choses qui sont moins ingénieurs, scientifiques, etc. Et à terme, y arriver, quoi. Un mot de conclusion, Marie, pour donner envie à tout le monde de monter dans ce train? On n'a pas le choix. Merci beaucoup. Merci, parce que c'est ça que moi j'ai aimé quand j'ai rencontré Marie, c'est exactement ça, c'est ce côté direct. Je pense qu'on a peut-être pas beaucoup de temps, mais un tout petit peu de temps. S'il y a une ou deux questions dans la salle qui veulent remonter, Marie est encore là pour ça. Si, j'ai un truc à dire. J'ai un truc à dire parce que j'ai manqué à tous mes devoirs. On est avec France Digital partenaire d'une initiative qui s'appelle Numérinov, qui est aussi orchestrée et notamment par l'ARIT, pour faire en sorte que ça récompense tous les projets innovants, soit en émergence, soit en croissance. Donc n'hésitez pas à propager le mot et à faire en sorte qu'il y ait le plus de candidatures possibles. On donne beaucoup de visibilité, mais pour nous c'est important que cette culture d'entreprise, cette envie d'entreprendre, cette envie du numérique aussi se développe en région, et c'est pour ça qu'on est partenaire de Numérinov. Des questions alors, j'attends des questions. En voilà une. Je vous apporte. Bonsoir et puis merci pour votre intervention. Jean-Louis Garcia, je travaille à la région et j'avais envie d'interroger l'investisseur. Vous avez dit qu'on est sur un nouveau modèle du numérique, mais est-ce que l'investisseur dans l'économie numérique, est-ce qu'il a d'autres critères, des critères différents de l'investisseur, je dirais, dans l'économie classique? Oui. Dans le numérique, c'est très rare d'avoir des boîtes rentables. Donc rien que ça, j'ai tout dit. C'est-à-dire que nous, nos entreprises, quand elles vont voir leur banquier pour solliciter, par exemple, un prêt pour financer du stock, si c'est du e-commerce, ou par exemple j'ai oublié le terme, mais ça reviendra, mais pour financer, donner des acomptes sur les contrats signés, etc. Les banquiers, il n'y a rien de fait, mais mon cher monsieur, ma chère dame, je suis désolée, mais je ne peux pas vous financer parce que vous n'êtes pas rentable. Qu'est-ce qui fait que vous alliez?
Qui ça, nous? Ouais. C'est quoi Alors, les critères d'investissement, nous, d'abord, c'est l'équipe. Ensuite, il faut... Quand je dis c'est l'équipe, c'est facile et c'est assez bateau, mais il faut aussi qu'on soit en adéquation avec l'équipe. C'est-à-dire que c'est extrêmement important qu'on partage la vision et que ce soit partagé à l'intérieur de l'équipe. C'est-à-dire que souvent, en fait, on a des surprises entre les 2 fondateurs ou les 3 fondateurs. Il y en a un qui veut aller là, l'autre qui veut aller là. Bon, ça, il faut savoir le détecter, par exemple, parce que c'est pas une bonne idée, ils vont juste aller là. Et donc, aligner les visions et que nous, on partage la même. Donc, il faut avoir envie d'aller au même endroit. Ensuite, il faut avoir intérêt à aller au même endroit. Et ça, c'est super important. Quand je disais, nous, en fait, on aligne les intérêts sur la plus-value générée. Donc, par exemple, si on a 3 fondateurs qui sont clés, il y en a un qui a le secret des brevets et lui, il a 2% du capital de la société, bon, ben, pour nous, les intérêts ne sont pas alignés et donc on n'y va pas. Pareil pour les salariés, c'est pour ça qu'on met en place des plans de stock option. Donc, alignement des visions, alignement des intérêts, et puis il faut qu'on soit convaincu sur la capacité d'exécution de la première étape. On finance par tranche finalement, c'est l'une des manières de réduire le risque, c'est de dire, bon ben voilà, ce qu'on va vous apporter comme financement là, quelle étape ça va vous permettre de franchir. Et à ce moment-là, il faut qu'on soit convaincu sur le plan. Sur le plan, donc le cap, on sait qu'on veut aller là, ok, mais à 18-24 mois, on va aller où? On regarde. Et si on est convaincu sur la tactique d'atteinte de ce truc-là et sur le fait qu'on soit sur une suffisamment bonne lancée pour y arriver, à ce moment-là, ça c'est un point important aussi. Il faut qu'on soit convaincu de ça. Le dernier sujet, c'est qu'il nous faut de la rupture. Apporter une amélioration de 15% d'un produit existant sur un marché, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'on est dans des... Ça ne permettra pas de... Les autres vont avoir le temps d'avancer plus vite que vous. Ça ne permettra pas de compenser le handicap d'être petit. Donc il faut arriver avec de la rupture. Donc soit un nouvel usage, soit sur un marché existant des gains de performance à x10, ou alors une nouvelle manière de faire le truc, etc. Mais en tout cas, il faut ça, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de risques, puisqu'on est vraiment sur le cœur de l'innovation, mais c'est la seule manière d'arriver vraiment à faire des investissements qui valent le risque pris et d'aller loin. Voilà. Une autre question? Oui, en haut à gauche, s'il vous plaît, mademoiselle, tout en haut. Oui, bonsoir. Paulina, Société Oak Ridge. Je voulais juste avoir votre avis sur le fait que donc on voit une conférence sur le numérique ici en région centre et en France. Et ce qu'on nous propose de gagner, c'est des tablettes américaines fabriquées en Chine. Et je voulais savoir s'il existe des producteurs français de tablettes. Je crois que oui. Et voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus finalement. Alors, plusieurs choses. D'abord, il y a... Tous ces produits-là sont des produits très bons. Et le motto des gens comme Apple, des gens comme Google, etc., c'est que veut le client. Ils sont super bons, ils font des super bons produits. Donc arriver à compenser ce retard-là, pour moi, c'est une bataille perdue. Les batailles, elles sont ailleurs. C'est quoi le truc d'après? C'est là-dessus qu'il faut se battre. Donc pour moi, essayer de faire mieux qu'Apple sur des tablettes, c'est déjà du passé. Donc la vraie question, c'est comment est-ce que, ou dire Google a toutes les datas, etc. C'est pas vrai, il y a plein de datas à inventer. Tout l'Internet des objets, c'est tout un tas de datas qui n'existaient pas avant. Toutes les datas qui sont dans les systèmes d'information de tous les industriels français, c'est des datas que Google n'a pas. Donc c'est ces modèles-là qu'il faut inventer, c'est là-dessus qu'il faut se focaliser. Il ne faut pas essayer d'aller concurrencer Google et Apple. Ce sera la dernière question.